Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Yéeno Alfayda bég naa ci ñoom man suma yeewoo subaay Alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information yu leer gis-gis bu leeroo waaw Alfayda 90.1 kii lay dégloo waaw moom mooy li may bégal. Alfayda FM rajo bi ci tund mu Saalume man de sopp naa leen bëgg naa leen ndaxte bëgg naa doom yi bari jom lool te nangoo liggéey fonk seen réew bëgg seen tund àndandoo Alfayda doomi Saalum mënuñoo dem te ànduñoo seeni réew mënuñoo dem te ànduñoo Alfayda rajo bi xew ci jamono rajo bi xew ci réew mi ne rajo bi xew ci biir Saalum kontaan naa ci yéen. Alfayda, c'est la référence. moo jiitu rajo Alfayda moo jiitu. yaa jiitu rajo Alfayda yaa jiitu. waay fii ci Saalum moo jiitu ndukumaanit moo jiitu nu dem ba Gambi moo jiitu. yaa jiitu rajo Alfayda yaa jiitu. jam jaañi bi Saalum dina jaañi bi Saalum sikka saangi bi Saalum mbargaangi bi Saalum rajo Alfayda moo jiitu. Alfayda, c'est la référence. Alfayda FM 90.1. Samba, 15 ans dans le département de Vélingara, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 2 juillet 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La commune de Fass-Barigo, dans le département de Guinguinéo, les populations connaissent depuis 2021 des difficultés liées à l'approvisionnement en eau. Un dysfonctionnement notoire a été décelé dans la distribution de l'eau. La société en charge Flex Eau pointée du doigt. La journée de l'enfant africain a été célébrée, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la protection de l'enfant. Les collectivités territoriales ont été aussi appelées à participer au fonctionnement des CDPE. L'hôpital Ndamatou de Touba a abrité un camp de confection de fistules artério-veineuses décentralisées. 20 malades ont été inscrits sur le tableau des patients qui bénéficieront de l'opération chirurgicale de manière gratuite. Sur l'international en Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Ghazouani a été réélu dans le premier tour de la présidentielle. L'opposant principal, Brahim Da Abed, qui arrive deuxième de cette élection, dénonce des fraudes massives. Et puis sport, le président de la Ligue de Ziguinchor, Iran Djiba, demande à Ousmane Sonko de tenir sa promesse au stade Jules-François Bocandé de Ziguinchor. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Serigne Gueye assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue à la 34e édition de la journée de l'enfant africain. À l'image des autres régions, Kaolack à travers le CDP et d'autres organisations ont célébré la journée sous le thème « L'éducation pour tous, les enfants, l'heure est venue ». Le compte rendu d'Alioune Badara Diop. La 34e édition de la journée de l'enfant africain a été célébrée à Kaolack sous le thème « L'éducation pour tous les enfants, l'heure est venue ». Brahim Issek est le point focal de CDPE. À l'instar des autres départements du Sénégal, nous avons reçu une note d'orientation venant du ministre de la Famille
et de solidarité. Nous instruisons à mettre d'abord en place un comité, un CDD, pour organiser la célébration de la journée de l'enfant africain. Et c'est une journée qui se déroule chaque année, chaque 16 juin. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le 16 juin a plus ou moins coïncidé avec la Tabaski. On a voulu maintenant faire une pierre deux coups. Non seulement célébrer après la Tabaski la journée de l'enfant africain et en même temps célébrer en même temps la semaine nationale de l'enfant. Et je vous dis que cette semaine-là a été instituée au Sénégal depuis 1988. Compte tenu des violences faites aux enfants, beaucoup de mesures ont été proposées. On a toujours, comme on le dit, l'ignorance est la source principale des malheurs de l'homme et c'est par elle qu'il faut commencer le combat. Avant la prise en charge, on a des volets, n'est-ce pas, dans le domaine de la prévention. Donc tout le monde fait de la prévention. C'est ce qui explique souvent ces journées-là dédiées. Nous avons également le 20 novembre. Nous avons mis en même temps en place des comités de protection, aussi bien au niveau départemental, mais également au niveau de chaque commune, on a mis le comité communal de protection. Nous avons également mis en place des comités au niveau des villages, mais également des quartiers. Parce que les enfants, ils habitent dans des quartiers, dans des villages. Et c'est dans ces lieux de socialisation-là où il faut maintenant prévenir, informer, sensibiliser, faire des dialogues communautaires, sensibiliser les populations sur les effets néfastes, n'est-ce pas, des violences. Que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des violences verbales, ou bien que ce soit des violences psychologiques. En synergie avec l'ensemble des acteurs, le comité départemental de protection de l'enfant, CDPE, lutte pour le respect des droits de l'enfant. Pour rappel, la cérémonie organisée au niveau de la salle de conférence du conseil départemental de Kaolack a été présidée par l'adjoint du préfet de Kaolack. L'ignorance est la source principale du malheur de l'homme. C'est donc par elle qu'il faut commencer. Le point focal du CDPE, Birahim Fall, revient sur les deux activités qui ont été déroulées durant cette journée. La journée de l'enfant africain, c'est le 16 juin de chaque année. Et maintenant, depuis 2005, on s'est rendu compte que le 16 juin, c'est-à-dire que la journée de l'enfant africain et la semaine nationale de l'enfant au Sénégal, malheureusement, coïncident depuis 2005. Donc on a voulu maintenant faire une pierre deux coups pour célébrer ces deux journées-là, la semaine et la journée de l'enfant africain en même temps. C'est ce qui explique qu'au sortir de du CDD organisé par le préfet, il y avait tous les acteurs. Il était question d'organiser deux activités. La première, on l'a déroulée, c'était la caravane. La seconde activité qui avait été prévue à cet effet, c'est juste le forum. Chaque année, il y a une thématique. Maintenant, il y a des thèmes qui ont été développés. Cette année, je pense qu'entre autres sous-thèmes, on a développé la protection des enfants en ligne. L'autre, Madame Nias de l'AEMO, a développé un autre thème concernant l'état civil. Et le troisième thème, c'est la violence en milieu scolaire. Mais dites-vous que chaque thème est connecté à l'éducation. Parce que le thème, c'est l'éducation, à ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il y a des enfants qui nous viennent d'ailleurs. Des enfants qui nous viennent, n'est-ce pas, du CPK, du centre polyvalent. Nous avons également des enfants de Djigel, l'association Djigel. Nous avons des enfants également de SOS, village d'enfants, à travers son programme également, le PACOP. Nous avons vraiment des enfants qui sont dans des cadres comme le conseil départemental, mais également l'ENDAS Jeunesse. ENDAS Jeunesse, mais également ENDAS Santé. Nous avons tous ces enfants-là réunis pour célébrer ensemble, n'est-ce pas, cette journée dédiée aux enfants. Une journée instaurée au Sénégal depuis 1988. Birahim Fall, le point focal du CDPE, de poursuivre qu'un portail de signalement a été mis en place, boleko.sn, pour rassembler les jeunes et les adolescents sur des questions cruciales qui les interpellent au niveau de la communauté. On a mis également ces comités-là juste pour rôle. Dès qu'ils voient un enfant qui est victime de violence, que ça soit sexuel, qu'ils puissent signaler ça aux professionnels de l'enfance pour que cet enfant-là puisse être correctement pris en charge. Donc on est dans la sensibilisation, mais une fois qu'un enfant est victime maintenant, il y a des acteurs dans la prise en charge. Nous avons par exemple le centre d'accueil unique de Enabel qui a une prise en charge holistique. Nous avons également CPK, le centre polyvalent. Nous avons également le centre ENDA. Nous avons le centre EMA, où avec l'onction du juge qui délivre la plupart du temps une ordonnance de garde provisoire. Nous avons également SOS Village d'enfants. Ces enfants-là, c'est des enfants de la République, c'est des enfants du Sénégal. Nous, comme vous journalistes, quand vous voyez un enfant qui est en danger ou bien qui est en situation de risque, la moindre des choses que vous puissiez faire, c'est de porter cette information-là auprès des acteurs. Quand je parle des acteurs de la protection, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les services techniques dédiés, mais également il y a les ONG. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle un portail de signalement. Nous avons le centre Guindé avec le compte 116. D'où est-ce que vous trouviez dans ce pays-là? Si vous voyez un enfant qui est victime soit de violences sexuelles, de viol ou bien de n'importe quoi, vous pouvez composer gratuitement le compte 116. C'est gratuit et on pourra venir en
aide à cet enfant-là. Il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle la sextorsion, les violences numériques, où les enfants malheureusement souvent sont exploités, où c'est des délinquants qui demandent soit de l'argent pour quand même, si l'enfant ne verse pas de l'argent, ou bien si l'enfant ne continue pas d'envoyer des photos et des vidéos, ils peuvent quand même poster ces vidéos-là sur Internet. Là aussi, nous avons un autre portail de signalement, et ce portail de signalement-là, on l'appelle boleke.sn. Si vous avez connexion, boleke.sn, quelle que soit la situation, si vous voyez des vidéos d'enfants ou bien des photos d'enfants, on les appelle du matériel inapproprié. Avec cette plateforme-là, boleke.sn, vous pouvez sauver cet enfant-là parce que l'État du Sénégal a signé des conventions avec Internet Watch Foundation, avec le Royaume-Uni. Quelle que soit la photo que vous voyez ou bien une vidéo d'enfant que vous voyez sur le net, que ça l'enfant soit nu ou bien autre chose, si vous composez ça, on peut le supprimer sur le toile. À l'instant, Birahim Fall, le point focal du CDPE. Ces propos ont été recueillis par Alioune Badara Diop lors de la 34e édition de la journée de l'enfant africain Kolda, où un atelier de capitalisation des expériences du projet TLL a été organisé au CREN de Saré-Collé-Salé. L'objectif est de partager avec les parties prenantes et autres acteurs de Vélingara les acquis développés dans le cadre du projet. Al-Djouma Boiro au micro de Babacar Diouf. Ah oui, dans cet atelier, c'est un atelier qui s'est très bien passé. Nous avons passé une excellente journée, une journée d'échange, de partage avec tous les différents partenaires. En l'occurrence, le projet Tchellal et les collectivités territoriales, les clubs Dimitra et tous. En tout cas, nous avons passé en revue toutes les actions qui ont été menées au niveau des collectivités territoriales par le projet Tchellal, à savoir les pesticides, l'automédication et la formation dans le cadre de l'utilisation des pesticides et l'utilisation des engrais biochimiques. Donc tout ça a été fait au niveau des collectivités territoriales. Et le projet Tchellal aussi a appuyé les collectivités territoriales dans la formation et la redynamisation des cadres de concertation. Ces cadres de concertation étant l'interface entre les communautés et le conseil municipal. Et là, c'est un travail qui a réussi. Ça a permis aux populations de mieux s'approprier du projet parce que c'est les représentants des communautés, c'est-à-dire les cadres de concertation, qui en concert avec le projet Tchellal, qui ont piloté le programme. Le projet a impliqué les populations de long en large, du début à la fin. Donc tout le monde est imprégné et tout le monde sait les tenants et les aboutissants, comment ça fonctionne. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les populations se sont appropriées du projet et il y a eu un changement radical de comportement au niveau de la base. Auparavant, nous sommes d'abord des zones frontalières parce que le projet intervient à Lenkerim, Parumba, Pakour et Wassadou. C'est des zones qui sont poreuses. Il y a les entrées non contrôlées du bétail et des caprins et ovins. Donc les frontières, c'est administratif, mais entre les populations, il n'y a pas eu de frontières. Donc tout le temps, nous avons des animaux qui nous viennent de la Guinée ou du Sénégal qui vont en Guinée. Et aujourd'hui, si la santé, comme ils le disent, santé unique, One Health. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste dire que nous pouvons assurer la santé des personnes sans pour autant parler de la santé des animaux. Parce que nous vivons avec ces animaux quotidiennement. Et d'autres, parmi ces animaux, nous servent d'abord de gardiennage et de chasse et autres, qui sont les chiens et autres. Mais aussi, il y a le prin, il y a la volaille, il y a les ovins. Et il y a aussi le bétail que nous consommons, soit par la viande ou quelque part avec le lait qu'ils nous produisent. Et donc, si ces animaux ne sont pas bien portants, c'est dire que nous-mêmes, la population, nous courons des risques. Daro Salam, Daro Minam, il est 12h10. Alfayda FM. Pratiquer le dialyse sans poser des implants, les nephrologues de l'hôpital Touba Nambatou savent bien le faire et ils ont été invités à un camp de confection de fistules artério-veineuses. Mamoudou Moustapha Mbaye. L'hôpital Nambatou de Touba a abrité cette semaine un camp de confection de fistules artério-veineuses décentralisées. En effet, des professeurs ont été déplacés depuis Dakar grâce à la collaboration de la division maladies non transmissibles du ministère de la Santé et une banque de la place. Ce sont à travers ces fistules que nous, nephrologues, nous traitons nos patients en ce qui concerne la dialyse. C'est des actes très difficiles, parfois, l'accès, parce qu'il nous faut envoyer très souvent les malades jusqu'à Dakar avec des rendez-vous. Donc, vous comprenez que c'est une aubaine pour nous, praticiens, et pour les malades, que le ministère se déplace ici à Ndamatou pour faire gratuitement ces fistules pour les malades. Donc, nous les remercions et nous souhaitons que ces actes de décentralisation de confection de fistules soient pérennisés. Nous remercions le ministère de la Santé à travers la division maladies non transmissibles qui nous ont vraiment fait ce camp de fistules décentralisés qui est très très important pour la prise en charge de nos malades, mais surtout pour nous praticiens qui sont confrontés à ces actes obligatoires dans la dialyse. Le docteur Amadou Sow, nephrologue en service à Ndamatou, de préciser que le camp s'est déroulé avec succès et que déjà dans l'agenda, 20 malades ont été inscrits sur le tableau des patients qui
bénéficieront de l'opération chirurgicale de manière gratuite. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba. Alfayda FM. Mohamedou Moustapha Mbaye, notre correspondant permanent dans la ville sainte de Touba, Fass Barigo, dans le département de Guinguinéo, où les populations éprouvent d'énormes difficultés pour trouver le liquide précieux. La population pointe du doigt la société Flexo qui peine à satisfaire sa clientèle. Ibe Somb au micro d'Assane Diouf. Aujourd'hui, nous sommes là uniquement pour manifester notre désarroi, pour manifester aussi, montrer notre cri de cœur à travers la presse. Depuis 2021, la population de Fass, comme vous le constatez à travers leurs images, à travers leurs visages aussi, la population de Fass souffre un manque d'eau. Que nous vivons cette calvaire. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire à Flexo de dégager. Parce que depuis 2021, depuis qu'il a commencé à la gestion de notre forage, nous assistons à une gestion nébuleuse. Depuis que la Flexo est venue à Fass Barigo, nous n'avons pas d'eau. Les factures sont tellement chères et les femmes aussi, elles lèvent tout le temps, tous les matins pour aller avoir de l'eau préparée pour manger. Aujourd'hui, nous disons que la population de Fass souffre tellement de telle sorte que nous voulons aussi les autorités, en tout cas du gouvernement, viennent nous secourir. Parce que c'est difficile de vivre sans eau. Oui, nous voulons un nouveau forage parce que cette année-ci, comme nous tous nous l'avons constaté, nous avons vécu un Tabaski sans eau. C'est inadmissible en 2021. L'eau qui est une source de vie, nous n'arrivons pas à avoir accès à l'eau. Donc nous lançons aussi un appel au ministre de l'Hydraulique, c'est Tidiane Dièye, de venir nous secourir parce que la population de Fass souffre. Éducation, nous en parlons dans ce midi, dans le cadre de sa tournée nationale des universités. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, a visité l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Après avoir fait l'état des lieux complet, il a promis d'apporter des solutions aux problèmes urgents des universités sénégalaises. Il est ici au micro de Bara Diop. Je ne vais pas minimiser les choses, mais je sais qu'avec un tout petit effort, les chantiers ici seront terminés. C'est le deuxième problème. Au-delà du budget global, on a ici un problème de chantier. Mais vous verrez aussi que la plupart des chantiers, que ce soit les chapiteaux qui sont déjà terminés, qu'il faut juste réceptionner pour pouvoir y faire des cours magistraux pouvant accueillir jusqu'à 1500 étudiants. Le restaurant, les projets sont assez avancés. Nous savons actuellement sur quel levier il faut actionner pour augmenter le nombre de places. En fait, tous les problèmes qu'on a vus ici sont résolus pratiquement à 80%. Donc je vais retourner à Dakar au ministère, travailler avec l'aide de tous nos collègues du gouvernement pour finaliser ces chantiers le plus rapidement possible. Au niveau aussi académique, il y a un problème de recrutement. Nos collègues enseignants font des efforts surhumains pour tenir l'université, mais ils ne sont pas assez nombreux. Nous avons prévu de recruter un certain nombre d'enseignants. Nous y travaillons. Les objectifs sont déjà connus. C'est 1500 en principe pour une première opération coup de poing la première année. Nous avons vu aussi tous vos problèmes sociaux. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai été dans cette université responsable syndical. J'ai été délégué de G. J'ai été président d'amicale. Je sais comment fonctionnent les structures des étudiants. Et ce que vous m'avez montré aussi, je l'ai vu. J'ai vu que vous avez des problèmes d'eau. On va y travailler. J'ai vu que vous avez des problèmes d'assainissement. On va y travailler. Mais continuez à fournir les efforts que vous avez l'habitude de fournir pour que l'université Gaston Berger continue d'être une université d'excellence. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Il est exactement 12h16 sur les pendules de l'Assemblée nationale où le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, sur la déclaration de politique générale du Premier ministre qui est un acte fondamental. Et rien ne saura expliquer une dérobade d'Ousmane Sonko qui se voudrait coupable d'une flagrante violation de la Constitution. Sur l'actualité parlementaire au Sénégal et ses développements. Nos collègues du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont cru devoir se substituer au Premier ministre en violant honteusement le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, exhortant ce dernier, c'est-à-dire le Premier ministre, de ne pas satisfaire son obligation de faire sa déclaration de politique générale, moment important de débat démocratique, conformément à l'article 55 de notre charte fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, socle de l'éthique et la courtoisie républicaine dans les relations entre l'institution parlementaire et le gouvernement. Comme de tradition, la déclaration de politique générale est un acte fondamental, majeur dans les relations entre les institutions exécutives et législatives. Elle permet au chef du gouvernement nouvellement nommé de venir présenter à l'Assemblée nationale, incarnation de la souveraineté du peuple, son programme de gouvernement ainsi que ses priorités. Ce grand moment de la vie politique nationale est la consécration d'un dialogue démocratique
dans le seul intérêt de nos populations et constitue un marqueur important dans le contrôle parlementaire. Elle est aussi l'expression d'une belle marque de respect à l'égard du peuple sénégalais, représenté par ses députés qui saisissent cette opportunité pour comprendre et enrichir au besoin les orientations et les actions que le gouvernement, sous l'impulsion de son nouveau Premier ministre, entend mener au service de nos populations. Hélas, c'est dramatique de constater que des députés supposés représenter le peuple essayent par des subterfuges grotesques d'exonérer le chef du gouvernement d'un tel exercice qui renforce l'exigence de transparence, consolide la vitalité démocratique et matérialise l'attachement du gouvernement et de son chef à l'état de droit et aux valeurs républicaines. Les tristes porteurs de cette invite à la forfaiture invoquent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qu'ils qualifient de faux, ils ont fermé totalement les yeux sur l'article 55 de la Constitution qui stipule très clairement: après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale. On n'a pas dit peut ou bien doit, mais on dit fait. C'est une injonction de la Constitution, la charte fondamentale. Devant l'Assemblée nationale, cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance. Le prétexte d'un faux règlement intérieur ou d'un vide juridique sur les délais de la déclaration de politique générale est simplement fallacieux et indéfendable. Selon toujours Abdou Mbow, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, la pratique parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce. Il ajoute que les députés de Yewwi Askan Wi ont assisté à la déclaration de politique générale de l'ex-premier ministre Amadou Ba sans aucune réserve. En l'absence de délai exprès, c'est le délai raisonnable, meilleur délai, qui s'applique. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'organisation de l'élection présidentielle en mars est là. Vous tous, vous étiez là. On a fait les interprétations en disant oui, délai de rigueur, et on a dit meilleur délai. Et c'est là que le président de la République a fixé une date même plus proche que celle fixée par le Conseil constitutionnel. Mais aujourd'hui, le Premier ministre se dit, lui, il ne va pas faire ça. La pratique parlementaire, c'est-à-dire la coutume parlementaire, le propre de toutes les assemblées parlementaires, doit s'appliquer en l'espèce. Les députés de Yewwi Askan Wi ont assisté à la DPG de l'ex-premier ministre Amadou Ba sans aucune réserve. Celui-ci avait même été invité par lettre de procéder à sa DPG. Le 2 décembre 2022, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, avait écrit une lettre pour inviter que le Premier ministre puisse venir à l'Assemblée nationale. Donc vous avez fait Dieu, il est juste. Les députés de Yewwi Askan Wi avaient introduit une motion de censure contre l'ex-PM Amadou Ba sur la base curieusement du même règlement intérieur argué de faux. On peut considérer qu'ils ont fait donc usage de faux. Au regard de ce qui précède, les textes constitutionnels et leurs dérivés doivent toujours s'interpréter dans le sens du renforcement de la démocratie et de la courtoisie républicaine. À l'instant, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Abdoul Mbow, le constitutionnaliste Dr Abdoulaziz Mbodj, sur la déclaration de la politique générale consacre la relation entre le Parlement et le gouvernement. C'est une obligation constitutionnelle consacrée par l'article 55 de la Constitution. Dr Abdoulaziz Mbodj au micro de Ngoné Ndiaye. La déclaration de politique générale est une tradition des régimes parlementaires classiques. Alors, le Sénégal, il faut le rappeler, a aussi un régime parlementaire, en tout cas un régime semi-parlementaire. Notre régime consacre beaucoup de mécanismes du parlementarisme, ce qui résulte de l'article 53 de la Constitution qui déclare que le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. Alors, c'est lui qui coordonne la politique du gouvernement définie par le président
président de la République. Donc d'où l'obligation pour ce dernier de présenter sa politique. Parce que la déclaration politique consacre la relation entre le Parlement et le gouvernement. Parce que le gouvernement a besoin du soutien du Parlement. Parce que c'est le Parlement qui vote les lois, qui vote la loi des finances. C'est-à-dire qui donne des moyens d'action au gouvernement, mais aussi qui contrôle l'action du gouvernement et qui dispose beaucoup de mécanismes, beaucoup de moyens d'action. Ça veut dire que donc la déclaration de politique générale résulte alors de la consécration de la relation institutionnelle entre le gouvernement et le Parlement. C'est une obligation constitutionnelle consacrée par l'article 55 de la Constitution. J'ai dit que même si on invoque aujourd'hui le règlement intérieur, la déclaration de politique générale est suffisamment aménagée par la Constitution. Le constitutionnaliste Dr Abdoulaziz Mbodj, cette obligation n'a pas besoin d'être insérée dans les délais et la Constitution n'est pas trop précise relativement au délai qui a été défini par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est vrai que la Constitution n'est pas trop précise relativement au délai. La Constitution se contente seulement dire après sa nomination. C'est un délai raisonnable. Donc on n'astreint pas le Premier ministre à présenter sa déclaration dans un délai précis. Ce délai a été défini par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, le règlement intérieur de l'Assemblée, semble-t-il, donc n'a pas été adapté parce qu'il y a eu justement donc ces va-et-vient, ces valses entre la suppression et la restauration du poste de Premier ministre. Si justement le Premier ministre ne fait pas la déclaration de politique générale, il renoncera à mettre en œuvre une relation institutionnelle, c'est-à-dire à reconnaître la relation, à se soumettre à son obligation de reconnaître sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Évidemment, l'Assemblée nationale a des moyens d'action. Même sans donc la présentation de la déclaration de politique générale, l'Assemblée nationale peut initier une motion de censure. La motion de censure, c'est une défaillance, mais initiée par le Parlement, donc contre le gouvernement. Son adoption, en vérité, donc oblige le Premier ministre à déposer sa démission et la démission du gouvernement. Bon, il faut le rappeler, dans notre régime politique aussi, la motion de censure n'a pas les mêmes conséquences que dans le régime parlementaire classique. Ça, il faut le rappeler. Parce que dans un régime parlementaire orthodoxe, l'adoption d'une motion de censure non seulement donc, entraîne le renversement du gouvernement, mais entraîne aussi de plein droit la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas chez nous. Et rien même ne s'oppose à ce qu'après la démission du gouvernement, que le président de la République reconduit le gouvernement. Donc rien ne s'oppose à ça. Je pense que c'est la raison dont on parle, c'est un régime, on n'a pas pris tous les mécanismes du régime parlementaire. Alfayda FM. 12h, bientôt 26 minutes sur les pendules du palais de justice de Kaolack. Meurtre du jeune Setop en 2019 dans le village de Koungheul-Sonch. Son demi-frère Ali Top, auteur de ce crime, en jugement hier devant la chambre criminelle du TJ de Kaolack, a plaidé la démence. Des voix, celles de Jean, lui dictent parfois certains actes sans raison, a-t-il dit. Compte rendu d'audience de Fatou Cissé. Même si l'infraction est établie et que l'imputabilité ne fait aucun doute, laisser l'accusé dans les liens de la détention constitue un risque pour les autres détenus. Le procureur, dans l'affaire Ali Top, un jeune tailleur de 35 ans, arrêté à Koungheul-Sonch en 2019 et poursuivi pour le meurtre de cet Top, invité ainsi la chambre criminelle à prononcer à son encontre 5 ans de prison. En l'absence d'actes pouvant attester sans équivoque qu'au moment de la commission des faits, précisément à l'instant T où l'accusé prenait un barre de fer pour asséner des coups au défunt, il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. La juridiction ne peut retenir face aux aveux de ce dernier sa culpabilité. La défense, n'étant pas de cet avis, dira qu'elle ne peut prouver cela, mais qu'en sachant oui. D'où son invite à la chambre criminelle pour s'attacher les services d'un professionnel qui l'édifiera avec une expertise médicale. Et le placement de l'accusé pour une prise en charge serait bénéfique pour lui et pour sa famille qui n'a pas les moyens poursuivre. La défense, manifestement, il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, dira Maître Silla qui évoquera lors de sa plaidoirie le comportement de son client à la barre, sa tranquillité lorsqu'il revenait sur son acte avec les questions de la chambre, son agissement sans raison ni mobile, les murmures ou chuchotements à travers des voix dont il dit être victime et qui lui donnent l'ordre de faire certaines choses, comme le meurtre de cet Top. Des éléments et tant d'autres qui font que l'accusé doit bénéficier, a-t-il indiqué, sans réserve de l'article 50 du
du code pénal qui stipule qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque la personne était en état de folie ou démence au moment des faits. Il est certain que l'accusé n'est pas pénalement responsable, soulignera l'avocat. Présente à l'audience, la famille du défunt Top, également parente à l'accusé, a dit qu'elle ne réclamait pas de dommages et intérêts. La chambre criminelle qui a mis l'affaire en délibéré donnera sa décision à l'audience du 23 juillet prochain. Des 3 affaires devant être jugées hier, seul ce dossier a été examiné. Les autres ont été renvoyés à l'audience du 26 juillet, qui fait partie de la programmation d'une session. Actualité internationale. Sur l'international en Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould Ghazouani a été réélu dès le premier tour de la présidentielle. L'opposant principal Birahim Dabé, qui arrive de cette élection deuxième, dénonce des fraudes massives. C'est une série de preuves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La Cour suprême américaine a retardé lundi le procès fédéral de Donald Trump par une décision sur les limites de l'immunité pénale d'un président qui rend virtuellement impossible la tenue de ce procès avant l'élection dans 4 mois. Actualité internationale. Toujours aux États-Unis, l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, purge depuis hier 4 mois de prison pour entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Actualité internationale. En Mauritanie, le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani a été réélu dès le premier tour pour un second mandat avec 56,12% des voix. Son opposant Birahim Dabé, donné deuxième avec 22,10%, a cependant refusé à nouveau lundi de reconnaître les résultats rendus par la CENI. Birahim Dabé dit attendre les résultats fournis par ses propres équipes avant de mettre à exécution la menace d'appeler à descendre dans la rue. Les résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Actualité internationale. Le nouveau gouvernement de coalition en Afrique du Sud se déplace vers le centre droit avec l'intégration d'un tiers de ministres de l'opposition, suscitant l'espoir d'une meilleure gouvernance, mais aussi des inquiétudes sur sa cohésion. Le temps de la confrontation est terminé, celui de la collaboration s'ouvre, a déclaré lundi John Steenhuisen, leader de l'Alliance démocratique, désormais intégré au gouvernement avec 6 portefeuilles. Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche un gouvernement élargi à 32 ministères, dont 12 pour d'autres partis que l'ANC. Cette coalition était le résultat des législatives fin mai qui a privé l'ANC de sa majorité absolue, la première fois dans l'histoire de ce pays, a déclaré Ramaphosa. Actualité internationale. 2 travailleurs humanitaires sont portés disparus dans une attaque attribuée aux patriotes qui combattent aux côtés de l'armée régulière contre les rebelles du M23 près de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en RDC, Youssouf Ezangui, citoyen britannique d'origine congolaise, premier accusé et interrogé au procès de la tentative de coup d'État du 19 mai à Kinshasa, est présenté comme le recruteur des assaillants, a rejeté lundi les accusations portées contre lui. Son témoignage a été vivement contesté par le ministère public, pour qui Christian Malanga, chef présumé du commando, et Ezangui ont préparé ensemble le coup pour renverser le président Félix Tshisekedi. La prochaine audience est prévue le 5 juillet. 51 accusés, dont 4 femmes, sont poursuivis et sont détenus à la prison militaire à Kinshasa. L'actualité sportive. 12h, bientôt 31 minutes au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Cette page sportive que nous ouvrons avec le président de la Ligue de football de Ziguinchor, Irana Djiba, qui demande au Premier ministre Ousmane Sonko de tenir sa promesse sur la réalisation du stade Jules-François Bocandé de Ziguinchor.
C'est le plus grand hic aujourd'hui au niveau de la région de Ziguinchor. Il n'y a pas de stade. On a fini de le constater. Et malgré tout, nous avons joué. Mais cela ne veut pas dire qu'on est satisfait. Et c'est pourquoi je profite de vos antennes ici pour lancer un appel solennel au président de la République, Excellence Bassirou Diomaye Faye, mais son premier ministre qui se trouve être natif de cette région. Il a aujourd'hui plus que jamais l'occasion de pouvoir en tout cas faire nos stades au niveau de la région de Ziguinchor, parce que lui, en étant maire, il y a 2 ans, je me rappelle, il nous a présenté une maquette du stade Omnisport Jules-François Bocandé, qu'on appelle communément Stade Néma. Une très belle en tout cas maquette, et je voudrais qu'aujourd'hui que cela ne se limite pas à cela. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de football, nous l'interpellons. Il sache qu'il a pris un engagement et aujourd'hui il a plus de moyens pour pouvoir nous faire ce stade en 6 mois, les 6 mois qui suivent, pour que demain, vivement, le football puisse se développer. Parce que le football, il est un vecteur de développement. Le football, ça fait rentrer de l'argent. Au niveau de la commune, ils ne vont pas nous démentir, parce que quand le Casport joue les recettes du stade Aline Sitoé, il prélève 5% des recettes brutes. Idem dans peut-être les autres stades. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel pressant à monsieur le Premier ministre de tout faire, n'est-ce pas, pour nous remettre le stade Néma aux normes, mais aussi de réaliser ce projet qu'il a toujours dit pour le stade Néma. À l'instant, le président de la Ligue de football de Ziguinchor, Iram Djiba, qui réagissait au micro de Mohamed Sagna. Euro 2024, hier, la France s'est qualifiée après sa victoire devant la Belgique 1-0. Portugal et Slovénie ont fait marcher le blanc 0 but partout dans le temps réglementaire. À la fin de au tir au but, à la séance de tir au but, le Portugal s'est imposé 3-0. Ce soir, à 16h, Roumanie, Pays-Bas et Autriche, Turquie à 19h. Pour les quarts de finale, on aura France, Portugal, Allemagne, Espagne. Copa América à 1h du matin. Ce soir, Brésil joue la Colombie et Costa Rica joue Paraguay. Hier, les États-Unis ont été battus par l'Uruguay 0-1. Bolivie perd devant Panama 1-3. Retour au Sénégal pour parler du basketball spécial olympique. L'équipe du Sénégal décroche l'argent à Luxembourg. Le Sénégal qui a été invité au tournoi international unifié mixte. Final 8 National 1 masculin. L'AS Ville de Dakar bat Guédiawaye Basket Academy 68-58 chez les dames. AS Ville de Dakar se balade face à Diamaguène Basket Club 68-24 et réalise un carton plein. 12h33 minutes, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lui, est parcourue en 2 minutes 52 par Ngodejay. Bonjour et bienvenue. Suppression de l'accord d'entreprise à la RTS. L'histoire derrière l'augmentation, nous dit Source A. Début d'incendie, avis de tempête à la RTS. Suite au blocage et des avantages des travailleurs par le directeur général Pape Alé Niang fait savoir révélation. Pape Alé Niang face à sa première crise. En effet, la note du directeur général remet en question l'accord d'entreprise qui fâche le collège des délégués. Changement à la RTS sur fond Djoubal Djoubanti, la révolution Nyangalman titre l'exclusif. D'après l'As quotidien, cette levée de bouclier résulte de la remise en cause des accords. On dirait que Pape Alé Niang est venu pour saboter la RTS et pourtant il n'a pas réduit son salaire qui est de 5 millions de francs CFA. Il a privé plus de 800 agents leur avance de Tabaski, dit Mama Moussa Niang, coordonnateur des délégués de la RTS. Il veut rétrograder des agents qui ont déjà acquis leurs droits depuis longtemps, poursuit-il dans l'I quotidien. Et pour dire non à cette situation de diminution des salaires et retrait de certains avantages, une assemblée générale est d'ailleurs convoquée aujourd'hui, écrit le Dakarois. Radiodiffusion, télévision sénégalaise, Djoubal Djoubanti, la fausse crise, le bouquet de Racine Talla rôde tout autour du bureau de Pape Alé Niang. Et puis guéguerre entre l'exécutif et le législatif, prémature assemblée, enfantillage au sommet de la République, commente Témoin quotidien. Nomination de conseiller, le gouvernement de la prémature, titre le quotidien. Le quotidien qui renseigne ce matin que Ousmane Sonko a désigné 21 référents des ministres. Religion, on en parle dans cette revue des titres. En marge des préparatifs du Grand Magal de Touba, un CRD a été convoqué par les autorités administratives, rencontre au cours de laquelle Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké n'a pas manqué de lister les problèmes et de revenir sur l'impact économique du
Grand Magal et son impact sur la paix au Sénégal. Dans Vox Populi, Serigne Bass dit, je cite, le Grand Magal de Touba est un indicateur d'unité de la nation sénégalaise. Pèlerinage à la Mecque, grand panel nous fait le bilan. 11 décès enregistrés sur les 10 617 Sénégalais qui ont effectué le Hajj. 29 vols opérés par Air Sénégal et Flynaz, soit 100% de taux de réalisation des vols. En sport, Copa América, 3e journée. Cette nuit, un sulfureux liton d'un record. Brésil-Colombie pour la première place. Et enfin, nous terminons cette revue des titres. Démarrage du baccalauréat général. 159 487 candidats à l'épreuve. Affiché sur le quotidien. Bonne chance à tous les candidats. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Alfayda FM 90.1. 12h, bientôt 38 minutes à Passy. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La partie technique a été assurée par Serigne Gueye. Merci également à Elhaji Ibrahima Gueye pour la réalisation de cette édition. Et devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. La commune de Fass-Barigo, dans le département de Guinguinéo, les populations connaissent depuis 2021 les difficultés liées à l'approvisionnement en eau. Un dysfonctionnement notoire a été décelé dans la distribution de l'eau dans la commune. La journée de l'enfant africain a été célébrée, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale pour la protection de l'enfant. Les collectivités territoriales ont été aussi appelées à participer au fonctionnement des CDPE. L'hôpital de Namatou de Touba a abrité un camp de confection de fistules artério-veineuses décentralisées. 20 malades ont été inscrits sur le tableau des patients qui bénéficieront de l'opération chirurgicale de manière gratuite. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Très bonne suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane. Alfayda FM. rajo bi ngeen doon xaar ngir matal seen yaakaar. Publicité.